Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses aujourd'hui. Je vais vous parler du coronavirus, mais pas dans ses aspects sanitaires ou dans ses aspects liés à la santé. Non, j'aimerais vous parler du coronavirus dans ses aspects qui sont liés à nos économies, aux services financiers, aux économies en général, mais en particulier sur le plan politique. Pourquoi? Parce que, comme toute crise, elle permet de faire ressurgir à la surface les qualités et les faiblesses d'un système. C'est un petit peu comme quand vous êtes en montagne et que vous faites un sommet, quand il fait grand beau, vous avez une vue à 50 km et vous êtes super bien. On arrive au sommet, on fait quelques photos, on redescend, c'est magnifique, tout le monde est tellement content. Maintenant, quand la météo n'y est pas et que vous vous faites surprendre par un méchant orage, il se met à neiger, le vent souffle horizontalement. C'est là que vous allez découvrir le vrai visage de votre guide, le vrai visage des personnes qui vous entourent. Certaines continueront à très bien fonctionner, et d'autres seront fragilisés dans leurs fondamentaux et ne peuvent plus assurer votre sécurité. Et c'est là que se dévoile le vrai visage des individus. La crise sanitaire et la crise financière qui va s'en suivre, dans laquelle on commence à être plongé, mettent au grand jour, mettent à nu, comme je l'ai déjà dit, le visage de vos institutions. Et ces gens-là sont ni bons ni mauvais. Ils sont pris dans un système où leurs prédécesseurs ont centralisé dans leurs mains tellement de responsabilités que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner dans le sens qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines. On ne peut pas être bon dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des infrastructures, de communication, télécommunication, dans tous les domaines, dans le domaine de la défense, de la sécurité intérieure, du légal. Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gouvernements, quelque part, se tirent une balle dans le pied en prenant une portion tellement importante de la valeur de votre travail. Aujourd'hui, les États, pour pouvoir fonctionner et assumer toutes les responsabilités qui se sont mises sur les épaules, ils sont obligés de prendre l'essentiel de la valeur de votre travail. Ils le font sous forme d'impôts, sous forme de taxes diverses, et en fait, ils ont trois façons de le faire. Ce sont d'abord les taxes, les impôts. Alors les taxes, c'est la TVA, c'est les taxes sur l'alcool, les cigarettes, l'énergie, sur le repas que vous allez prendre au restaurant, bref, sur tout ce qui est soit indispensable, soit les choses que vous aimez faire. La deuxième façon, c'est l'inflation. L'inflation, pourquoi? Parce que si vous avez 100 000 $, 100 000 € à la banque, et que ce sont vos économies, celles que vous avez mis de côté pour vos vieux jours, ou pour payer les études de vos enfants, ou une nouvelle maison, ou une voiture, et que ça vaut 100 000 aujourd'hui. Si l'État, avec la complicité, et je mesure mes mots, je mesure les termes que j'utilise, la complicité des banques centrales, vient injecter du cash en continu à l'intérieur du système, par définition, vous créez de l'inflation, et quand ça va trop loin, vous créez une dévaluation. Donc, si vous avez 100 000 à la banque, tout d'un coup, ces 100 000, admettons que vous dévaluiez la monnaie de 20%, ils en valent plus que 80. C'est une façon indirecte de vous prendre la valeur de votre travail. Puis la troisième façon, c'est quoi? C'est comme l'a maladroitement dit devant les caméras la ministre des Finances européenne, Madame Christine Lagarde, c'est de dire que les Européens préféreront avoir un job que des économies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, elle a mis en place le cadre légal qui leur permettra de façon légale et institutionnalisée d'aller ponctionner directement dans vos économies quand ce que vous payez par tous les autres biais ne sera plus suffisant à les faire survivre. Parce qu'ils ont une taille pléthorique aujourd'hui. Je rappelle qu'un pourcentage très important de la population est employé directement par les États. Donc, tout ça ne peut pas fonctionner, ne peut plus fonctionner de cette façon. Parce que quand les États en sont à prendre plus de 50, voire 60, voire 70% de ce que vous produisez, c'est un vol institutionnel qui démotive complètement tout le monde.
Et j'allais même dire qui criminalise des gens. Parce qu'aujourd'hui, pour garder vos économies, pour faire en sorte que vous êtes pratiquement obligé de vous cacher. Vous êtes obligé d'avoir recours à des services de fiduciaires, de comptables qui vont utiliser toutes les arcanes du cadre légal pour vous permettre de garder une partie de vos économies ou toutes vos économies, alors que vous avez déjà payé vos taxes, comme j'ai dit, d'impôts, impôts directs, indirects, de succession, taxes et autres. Écoutez, ça ne peut pas le faire sur le long terme. Et j'en viens aux solutions qu'on peut mettre en place. Les solutions, ce sera quoi? Aujourd'hui, on a un système de constitution qui est vraisemblablement ce qu'on a fait de mieux depuis le début de l'histoire moderne de l'humanité. En ce sens que, si on regarde ne serait-ce que d'un point de vue quantitatif le nombre d'êtres humains à la surface de la planète, on s'aperçoit bien que ce qu'on a fait jusqu'ici et les systèmes qu'on a en place sont plutôt bons, puisqu'on a le meilleur système de santé possible, on a un système dans lequel la majeure partie des gens sont éduqués, savent lire, écrire, compter, etc. Donc c'est un bon système. Et c'est pas parce qu'un système est bon et qu'il délivre ce qu'on attend de lui qu'on peut pas l'améliorer dans certains points. Il faut une modification constitutionnelle qui fasse en sorte que les États s'appliquent à eux-mêmes les mêmes règles que, par exemple, on applique aux entreprises. Dans les entreprises, si vous avez des dépenses qui sont plus importantes que vos recettes, dans votre compte de pertes et profits, de votre PNL, très vite, vous allez partir en faillite. Et c'est légal, c'est pénal. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser une société partir en faillite en dépensant plus que ce qu'elle ne gagne. En fait, vous devez adapter vos dépenses à vos recettes. Dans les États modernes, ça ne marche pas comme ça. On adapte les recettes aux dépenses. Donc, ça veut dire que si on vous promet monts et merveilles, on va vous donner la santé gratuite, l'éducation gratuite, etc., etc. Oh mon Dieu, tout d'un coup, ça nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'on avait pensé. On va adapter les recettes aux dépenses. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Non, les règles qui s'appliquent aux sociétés privées devraient s'appliquer à la société la plus importante à l'échelle d'une nation, c'est-à-dire la gestion de la nation elle-même. Donc la première règle à mettre en place, c'est de dire, voilà, les États ont droit, ont droit au maximum à 20 ou 30% de ce que produisent les citoyens. Je rappelle, les citoyens, le souverain, c'est-à-dire vous, le peuple. Donc l'État peut prendre jusqu'à 30% de ce que vous produisez pour accomplir sa mission. La mission de gérer l'État, de gérer la nation, d'être à votre service. Parce que je rappelle encore une fois, c'est pas vous qui, comme en ce moment, êtes au service de l'État, en payant 60-70% de ce que vous produisez à l'État. Non, c'est l'État qui est à votre service pour vous permettre d'entreprendre, de disposer des capitaux que vous générez à travers votre travail, pour innover, pour créer de nouveaux produits, pour créer de nouveaux services et enrichir vous, bien entendu, mais l'ensemble de l'humanité à travers ce que vous faites. Et, si je peux me permettre, les États en sortiront gagnants parce que s'ils diminuent la charge qu'ils représentent sur vos épaules aujourd'hui, ils pourront, en termes de valeur absolue, maintenir leur niveau de vie et les montants qu'ils ponctionnent sur vos différentes activités. Et c'est là que je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, les Américains représentent à eux seuls plus de 50% de la capitalisation boursière mondiale, alors qu'ils ne sont que 4,5% de la population. Donc, ils représentent avec 4,5% plus de 50% de la valeur cumulée de l'ensemble des titres cotés à la surface de la planète. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous? Non, on a tous un cerveau. Est-ce qu'ils sont plus travailleurs que nous? Non, vraisemblablement pas. On travaille tous à peu près de la même façon. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus entreprenants, plus dynamiques? Ils fonctionnent dans une constitution qui leur donne des libertés.
Rappelez-vous que les États-Unis se sont fondés sur l'immigration d'Européens qui n'en pouvaient plus de vivre sous le joug des royautés, dans les dictatures que représentent les royautés. Et ils se sont dit, voilà, on a un nouveau territoire à disposition, on va là-bas. Ils sont partis. Très courageux de leur part, parce que je rappelle quand même qu'il y a 3 siècles, quand vous partiez aux États-Unis, les chances de revenir en Europe étaient relativement minces. Donc c'était des gens très courageux qui sont partis et qui ont été mettre en place une constitution qui a été amendée à plusieurs reprises, il n'y a aucun doute, et dont le but était de donner des libertés, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser, de parler, de se mouvoir, bref, des libertés que les Européens n'avaient pas, car elles étaient entravées par les systèmes royalistes à l'époque, ou quels que soient les systèmes en place. Et ça a donné quoi ? À partir du moment où les gens sont libres, où ils peuvent fabriquer les produits, les services qu'ils ont en tête dans l'intérêt du plus grand nombre, eh bien, ça veut dire qu'en l'espace de 3 siècles, ces gens-là représentent plus de 50% de la valeur cumulée de tous les titres cotés à la surface de la planète aujourd'hui. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Donnez des libertés aux êtres humains et vous les retrouverez derrière. Et en ce sens-là, même une dictature comme la dictature du Parti communiste chinois, qui est quand même responsable aujourd'hui de ce qui arrive à une échelle planétaire, parce qu'ils ont dissimulé le coronavirus, ils ont dissimulé, et même encore aujourd'hui, ils ne permettent pas aux tops épidémiologistes, virologues, généticiens, mathématiciens d'aller observer ce qui se passe au centre de la pandémie. Donc, ils sont largement responsables, je dirais, du retard que nous avons pris dans notre capacité de réagir juste par rapport à la pandémie qui nous affecte aujourd'hui. Eh bien, même dans une dictature comme la Chine, il faut comprendre qu'ils se tirent quand même une balle dans le pied, parce qu'aujourd'hui, les Chinois, qui sont 20% de la population de la planète, et rien qu'à ce titre, hormis le fait qu'ils sont une civilisation qui a 3000 ans, qui est extraordinaire, le peuple chinois, c'est fabuleux, mais quand on est 20% de la population, quand on représente 20% de la population de la planète, vous imaginez bien qu'on n'a pas tout faux quand même. Eh bien, même ces gens qui maintiennent, donc le Parti communiste chinois, un groupuscule de personnes qui maintiennent 20% de la planète littéralement en esclavage, avec une interdiction totale de communiquer avec l'extérieur, avec une restriction de toutes les libertés individuelles. En fait, ils empêchent les Chinois d'innover pour de vrai. Ils empêchent les Chinois d'entreprendre. Ils centralisent et ils concentrent la valeur du travail des Chinois dans les mains d'un tout petit nombre. Eh bien, même eux se tirent une balle dans le pied. Parce qu'avec un peuple aussi travailleur que nos amis chinois, aussi résilient qu'ils puissent l'être, eh bien, si on laissait libre cours à leur capacité d'entreprendre, de faire quelque chose, je vous pose la question, est-ce que vous imaginez la valeur ajoutée à une échelle mondiale? Est-ce que vous imaginez la valeur ajoutée à même l'échelle du Parti communiste, qui cesserait de devoir réprimer, mais permettrait à ces populations d'innover, de construire, de s'éduquer? Donc, il serait capable, à titre même politique, de drainer une partie de cette valeur ajoutée ainsi créée par les libertés qu'on a constituées, et ils y gagneraient beaucoup plus. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et même, évidemment, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il est dangereux, ce Pascal Borel, pour nos économies, pour l'inertie du système dans lequel on évolue aujourd'hui. Je pense aux GAFAM. Ce que j'appelle, avec ironie, le GAFAM, c'est les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, les GAFAM. Eh bien, même pour eux, ils n'ont pas besoin de centraliser, de standardiser tout ce qu'on fait. Non, parce que si ils permettent aux citoyens d'entreprendre, d'utiliser leurs produits au mieux, mais ils vont gagner encore plus d'argent. Même d'un point de vue économique, ils s'en sortiront beaucoup mieux. Donc c'est dans l'intérêt de tous les citoyens de la planète de faire en sorte de reprendre vos responsabilités et les libertés qui y sont associées. Voilà.
Je ne vais pas m'étendre plus avant, c'est déjà suffisant. Et j'aimerais simplement préciser encore une chose. C'est que moi, je vous livre ce que je pense. Ça sort de mon cœur, de mes tripes, de ce que j'ai appris, mais surtout de ce que j'ai pratiqué. Je ne suis pas en train de lire un prompteur comme un singe savant dans un cirque, et je ne vous le ferai jamais. Donc je serai bon certaines fois, certains jours, et d'autres jours je serai moins bon. Aujourd'hui, j'essaie de vous parler d'économie. J'ai fait un petit résumé ici de ce que j'en pense. Je vous remercie infiniment de votre attention et vous me retrouverez dans les heures ou dans les jours qui viennent derrière cet écran. Paix à tous les citoyens de cette planète. Paix à vous. Peace out.